Moi, qui ai appris de Jean Gabin à aimer les femmes, je me trouve maintenant avec la photographie de Margaret Thatcher devant moi, dans le journal, bien entendu, qu'en bonne citoyenne d'après la Révolution française, j'achète tous les matins. Et je commence à penser que quelque chose est allé de travers durant ces 30 dernières années de démocratie. Jean Gabin ignorait tout cela. Les dames de fer, les femmes policiers, les soldates et les culturistes. Ses yeux bleus, ceux de Jean bien sûr, rêvaient d'une femme qui serait comme un fleuve. Un grand fleuve languide et vertigineux s'en allant nourrir la mer de ses eaux limpides. Voilà ce que j'ai appris de lui. Et pour moi, la femme a toujours été la mer. Entendons-nous, pas une mer dans un élégant cadre doré pour fanatiques du paysage, mais la mer secrète de la vie. Aventure magnifique ou désespérée, cercueil et berceau, sibylle muette et sur réponse, espace immense où mesurer notre courage d'individualistes endurcis à nous, voleurs du riche et bienfaiteurs du pauvre, d'accord sur une phrase brève et précise, toujours en dehors de tous les pouvoirs établis. Seul, déambulant d'un pas court et énergique, éclatant de courage altier, j'adaptais mes petits pieds à la démarche pleine d'autosuffisance virile de Jean Gabin, en fixant les yeux ténébreux de ma Casbah de lave et la métamorphosant instantanément en l'enchevêtrement d'une resplendissante clarté de sa Casbah à lui. L'œil attentif au mouchard qui, toujours, parmi tant de visages sûrs et souriants, pouvait se cacher ou surgir à chaque coin, chaque recoin plus sombre, à chaque basseau un peu plus ouvert que les autres. Mais l'attention permanente au danger, devenue désormais pour moi, depuis que j'allais au cinéma Mironne, une seconde nature, ne m'empêcha jamais de rêver à la femme de ma vie, qu'un jour je rencontrerai dans des circonstances pleines de magie. Elle, fragile, réservée, muette et mystérieuse, peut-être un peu ambiguë, bien sûr, mais pure, fondamentalement pure et transcendante, poursuivie par une brute qui l'embobinerait avec des mirages de vie luxueuse, de villes étincelantes, de colliers et de bracelets de perles, ou qui lui ferait un chantage implacable pour quelque faute ancienne commise par son père, ou sa mère, ou son frère. Innocente, mais née pour expier. Cela seulement parce que la nature destin l'avait créée trop belle, trop sensible et parfaite pour la canaille commune qui, envieuse, voulait la posséder et la détruire. Ce devait être ça, et satisfaite de ma découverte, j'accélérais le pas en me mettant à siffler doucement. Arrêtons avec le destin, le diable, les madones. Voilà la faute de mon aimé. Être trop belle, pure, et en conséquence, un appel involontaire à la mocheté et à la cruauté minable de la masse. Il suffisait de détacher les yeux de l'écran, où blanche et ouatée dans le halo de lumière du regard de Jean, elle s'efforçait de ne pas pleurer et de ne pas dire le nom de son tortionnaire, sachant le pouvoir de celui-ci, désirant que Jean ne court pas de risque pour la défendre. Il suffisait de détacher le regard, disais-je, de ses yeux tristes, à peine voilés de larmes retenues, et d'observer le parterre pour comprendre que tous ces laidrons, mâles et femelles, cachaient sous leur fausse admiration la haine pour la perfection de ce visage qui les humiliait. De fait, Concetta, cette petite bigote difforme, avait osé murmurer entre deux scènes à sa mère, crétine comme elle, « Celle-là, je la sens pas, celle-là. Elle va le faire trucider en continuant comme ça. » Concluant, « Elle me plaît pas, c'est une sainte nitouche. » Bien sûr, aux paroles de cette bigleuse de Concetta, je m'étais retournée d'un seul mouvement et avec un regard de feu, je lui avais craché à la figure un « Tais-toi, idiote, ne dérange pas la projection » qu'il avait fait taire, bien que frémissante de la haine médiocre des lâches. Et plus tard,
En sortant, quand mère et fille avaient surgi menaçantes devant moi, je m'étais ouvert le passage d'une bourrade sans trembler, prête même à les rosser méchamment. La mère, dite la cagna, la chienne, était presque tombée sous ma bourrade. J'aurais défié des foules hurlantes de Concheta, des ruelles entières de foules, de policiers, de fascistes, de brutes déguisés en messieurs pour obtenir un regard, une caresse fugace, à la limite une nuit d'amour, dans un petit hôtel miséreux mais propre, là, au fond, au bout des arcades, dans ce coin reculé où le port finissait et où commençait la mer, ouverte, libre, insondable. Pour goûter à cette brève nuit d'amour, je serais peut-être morte, mais ensuite, on renaissait à d'autres aventures. Derrière le fin grillage suspendu en haut sur le mur de lave, barré par la pauvre bande de papier du cinéma Mirone, les grandes photographies délavées par le soleil annonçaient déjà « Samedi 21, le quai des brumes ». Mais Concheta, soutenue par la cagna, sa mère, m'avait déjà dénoncé. Je le sentis en poussant la porte-tambour de cette grosse bâtisse qu'était ma maison. Flairer le danger à distance est une prérogative de nous autres rebelles. Et je ralentis le pas tout en posant de plus en plus durement mes talons au sol pour être sûre de ne pas me retrouver surprise par un assaut, un coup de feu, de brusques éclats de cris. Devant la grosse face de ballon dégonflée du coursier, ratatiné par les humiliations, je me félicitais de mon flair et ne sourcillais pas à son « Maître Sapienza exige votre présence dans son bureau tout de suite !» avec deux tout. En songeant à quel point il était dur de vivre dans la Casbah où tout se savait en l'espace d'un éclair, toujours avec 36 000 yeux sur vous qui vous dépouillaient de toute intimité et possibilité d'avoir des secrets, première condition pour être vraiment un homme, je traversais les deux immenses pièces sans cesse bondées de clients loqueteux mais endimanchés comme pour un enterrement, et j'entrais dans l'immense salon vide, entièrement tapissé de bibliothèques vitrées, toutes pleines de livres brillants au soleil. Ces livres sous verre étaient mis là exprès pour troubler le pauvre client. Je l'avais compris depuis longtemps. À moi, Gabin, on ne me la faisait pas. Mais le salon était long, mes jambes tremblaient un peu, et je m'arrêtais un instant pour rêver de la grande ville illimitée où il était possible de se cacher, d'être anonyme, d'avoir un secret. Réussirais-je jamais à m'enfuir de la Casbah et à retourner à Paris ? Moi aussi, j'avais collé un billet de métro imaginaire de mon Paris imaginaire sur le mur de chaux, près de l'oreiller de mon grabat, là-haut, dans ma petite chambre sous les toits, près du ciel. Il suffisait de se tourner sur le coussin et de le regarder, ce tout petit bout de papier visible pour moi seule, pour rêver. Mais cela, c'était du passé. Maintenant, je devais affronter l'avocat, mon père, dont il n'est pas utile de parler parce que tout le monde le connaît dans la Civita. Aimer des pauvres et détester des fascistes, mon père, mais respecter et craint de tous. Alors, petite, comment se fait-il qu'on donne des bourrades à droite et à gauche ? Tu le sais que la mère de Concheta assure qu'elle s'est foulée la cheville, etc., etc. Et puis, pourquoi tu fais ça ? Moi, dites-moi si je pouvais répondre d'une autre façon. Jean Gabin aurait fait la même chose. Et lui, me fixant avec des yeux de feu. Mais il n'y avait pas à s'inquiéter, mon père, qu'il rit ou fût en colère, avait toujours un regard de feu. Lui, disais-je, me fait « Ah, Jean Gabin l'aurait fait. » Alors je dis rien. Va maintenant, que j'ai tant à faire. On s'arrangera avec Concheta. C'était mon avocat à ce moment-là, et pour un instant, j'en fus fière. Mais tandis que je montais le petit escalier raide qui menait à ma chambrette, le soupçon que Jean n'avait jamais eu d'avocat pour le défendre m'assaillit avec force.
Il faut que je revoie tous les films, pensais-je, en me jetant sur mon lit de camp. Et je me retournais vers le mur pour me reposer des fatigues de la journée et venir à bout de ce soupçon. Revoir les films de Jean Gabin, je savais comment faire. En fermant les yeux, je repassais une à une toutes les scènes sur l'écran de la mémoire, très puissantes chez moi, comme du reste chez tous ceux qui gagnent leur pain et leur liberté au jour le jour. Pour être bandit, voleur ou simplement rebelle, il faut avoir par-dessus tout de la mémoire, autrement on est foutu. Je ne fermais pas l'œil. L'avocat ne devait absolument pas me représenter parce que, comme je l'avais soupçonné, Gabin n'avait pas assez d'argent pour se permettre un avocat du calibre de mon père. Je mourais de sommeil, mais je voulais que vienne vite le matin pour aller voir l'avocat et le dissuader de prendre ma défense. Quand je me souvins de l'affiche du cinéma Miron, ce quai des brumes, je ne l'avais pas encore vu. Peut-être que dans ce film, Gabin, exactement comme moi, rencontrait par hasard un homme d'honneur qui le prenait en sympathie, comprenant l'honnêteté foncière de son être, ou peut-être que lui aussi avait sans le savoir un père avocat, qui sait. J'avais à peine fermé les yeux pour dormir que le matin frappa fort à mes paupières, me rappelant à mes devoirs. D'un mouvement énergique, j'enfilai un tricot sur mon haut de pyjama. Quand j'étais épuisée de fatigue, je ne me déshabillais même pas. Ça, c'était bon pour les petites filles paresseuses et nunuches. Et me jetant d'un geste aussi rapide une écharpe autour du cou, les escaliers et les couloirs de cette grosse bâtisse étaient glacés, je me précipitais hors de ma tanière pour agir. Dans le doute, il fallait attendre trop de jours pour que je puisse mettre au clair l'affaire Quai des Brumes. Je devais traquer l'avocat et lui dire qu'il fasse ce qu'il avait à faire sans s'immiscer davantage dans mes affaires. Tina, la folle, la femme de ménage, patronne de la cuisine, vrai antre de bandits où l'on pouvait obtenir un plat de spaghettis, une ou deux saucisses et du lait, bien entendu quand il y avait toutes ces bonnes choses, parce qu'en général, soit la bande de mes frères avait déjà tout avalé, soit les provisions n'avaient pas été faites, soit on n'avait plus un sou et chacun devait s'arranger comme il pouvait. Tina, donc, me flanque une tasse de café et du lait sous le nez. Pauvre pitchounette, il y a Madame Maria qu'elle veut te parler. Mange vite et file dans sa chambre. J'avalais mon lait en m'y noyant presque, comme toujours quand quelqu'un m'informait que ma mère, Maria, voulait conférer avec moi. Je ne m'attarde pas à parler de Maria parce qu'elle aussi, exactement comme mon père, est archi connue dans la Civita et je n'ai pas de temps à perdre. Elle m'attend et ce doit être important si de si bonne heure elle a décidé de sacrifier son temps avec moi. Elle étudie sans cesse. Tous les hommes deviennent faibles devant leur amour. Mieux, plus ils sont durs, virils comme lui, plus ils fondent, tendres et silencieux devant le visage de l'aimé. C'est ça l'ennui. J'aime cette femme qui, avec douceur certes, mais avec une fermeté terrorisante, est en train de me dire que je suis coupable. Non seulement coupable envers Conchetta, ça ne serait rien, mais coupable envers toute l'humanité pauvre, ignorante et humiliée, parce qu'avec mon geste, je suis passée du côté du patron riche et tortionnaire. Je me mettrais à pleurer devant cette culpabilité qui est la mienne. Si la sonorité éclatante de la voix de Maria, la grâce savante avec laquelle elle enfile phrase sur phrase jusqu'à composer un dessin magnifique dans sa forme et son contenu, ne m'enthousiasmait pas au point d'avoir envie de me jeter à son cou et de lui dire « Je t'aime ». Voilà la femme que j'aurais pu aimer. Voilà la femme que Jean n'aurait pas pu ne pas aimer s'il l'avait rencontrée. Mais pour moi, c'est différent. C'est ma mère. Et refermant les bras sur ma poitrine pour ne pas faire de gestes imprudents, je serre contre moi cet amour que je ne peux extérioriser et je souffre d'abondance. Je souffre d'abondance comme tous les hommes dignes de ce nom souffrent pour un amour qui leur est refusé, c'est-à-dire profondément, éperdument, mais en silence. Pourquoi te tais-tu, ma chérie ? Peut-être penses-tu que j'ai tort ?
S'il en est ainsi, dis-le. Tu ne dois te soumettre à personne et moins que quiconque à ton père ou à moi. Si quelque chose ne te convainc pas, rebelle-toi toujours. Tu ne réponds pas? Ou peut-être as-tu mal à l'estomac pour te serrer comme ça les mains sur le ventre? Que pouvais-je répondre à tant de douceur et d'altruisme? À chaque mot, à chaque ondulation harmonieuse de sa voix, elle s'élevait devant moi et en moi, dans mon admiration, comme le char de Sainte Agathe en procession. Nous étions athées, mais n'en tenions pas moins en grand respect les usages populaires qui ont leurs racines dans les profondeurs de l'histoire et que ce petit crétin de Jésus-Christ n'a fait qu'exploiter pour son projet. De plus en plus haut, avec son manteau de ciel crébé d'étoiles, là-haut, jusqu'à rejoindre l'ardent ciel noir de l'été, tandis que pétards et cloches me fracassaient la tête et la poitrine en me criant « Elle est trop belle et trop pure pour toi, tu ne l'auras jamais !» Bref, je sombrais muette dans l'ignominieux cynisme et la suffisance, la passion bestiale et l'indifférence à la grande souffrance du monde des sapienza. C'était le mal de nous autres sapienza. Le ventin libidineux, obsédé par leur recherche de notre moi, individualistes endurcis, à la parole prompte et sarcastique, la rapière à portée de main pour nous faire valoir. Nous étions de la merde comparés à elle. Bien sûr, odieuse condition de la nature humaine, y compris de la plus transcendante, elle aimait mon père. Elle m'avait conçu avec lui en se faisant culbuter dans un lit. J'avais été élevée de façon moderne, moi. Et je savais, je n'étais pas l'une de ces petites bécasses abrutées par l'opium du mensonge qui pullulaient sur les chemins du monde, du moins selon ce que disait le professeur Zaya. Mais cela ne signifiait rien. Jean l'avait saisi que c'est le propre de l'être pur, de la colombe, d'être traqué par l'épervier. Et si cette femme n'avait pas été ma mère, j'aurais sacrifié ma vie pour la délivrer de cette fascination qui la gardait clouée à la terre, l'empêchant de planer dans les cieux. Je vois que tu n'es pas disposée à parler et je n'insiste pas. C'est aussi ton droit de ne rien dire, si cela peut t'aider à résoudre l'un ou l'autre de tes problèmes. Mais ne le prends pas mal, j'ai parlé avec Pépineau. L'entendre nommer son amant, mon père l'épervier pour la compréhension du texte, me ramena sur terre à la vitesse du son, ce qui est la prérogative de la colère, pour me mettre en garde quartiaramini, comme on dit chez nous. Je n'aimais pas qu'il parle de moi en mon absence. Tu as raison, Goliarda, ce n'est pas délicat de parler de quelqu'un en son absence. Mais il y a quelque chose qui me déplaît et je dois te le dire. Tu ne dois pas laisser Pépineau intercéder pour toi. Ne jamais s'en remettre à un homme pour résoudre, permets qu'on te le dise de façon commode, nos ennuis. Va toi-même voir Concetta, excuse-toi et répare. Avec de la bonne volonté, tu devrais avoir encore quelques sous que tu as gagnés ici à la maison. Toujours pour la clarté du texte, chez moi, si l'on voulait avoir de l'argent, on pouvait travailler. Aider le coursier à faire les paquets, les livraisons, ou aider la femme de ménage à laver les fenêtres, les assiettes, etc. Comme à Londres, assurait mon frère Ivanoé, où même les enfants des plus riches allaient vendre des journaux à l'aube dans les rues pour gagner quelques pennies. Fais un petit sacrifice et donne-les à Concetta s'il est vrai qu'elle s'est fait mal, de façon à ce qu'elle puisse se soigner. Ah, je vois que tes yeux s'éclairent. C'est entendu alors, mon petit. Va maintenant, j'ai tant à faire. Chez moi, tout le monde avait toujours tant à faire. Tant et tant qu'on était contraint soi-même aussi de s'inventer 1000 choses à trafiquer, à mener à bien, lire, jouer, parce que jouer et imaginer étaient considérés chez moi comme un faire. Bien qu'elle ait remis ses lunettes, déjà oublieuse de ma présence, bien que je n'ai absolument pas voulu lui montrer l'amour coupable qui pouvait la heurter, je m'entendis dire en m'approchant d'elle « Tu me donnes un baiser si je te promets d'aller voir Concetta ?» « Bien sûr, ma chérie, mais tu n'as pas besoin de promettre, je te fais confiance. Viens,
Voilà un bon baiser sur ce beau front serein. Revoir Pépé le Moco dès demain, répète ma voix tandis que je descends 4 à 4 les marches de marbre de ma maison. Mais à peine dans la rue, je me souviens que je dois aller à l'école. Après un instant d'hésitation, je comprends que je ne peux pas, du moins ce jour-là. Il faut absolument que je trouve ce maudit argent. Qu'en ai-je à faire des études ? C'était là un privilège que nous autres, qui avons grandi dans la rue, ignorions. Pas vrai, Jean ? Mon père et le professeur Zaya, qui ont eux aussi grandi dans ces ruelles, ballottés entre la misère des bassis et la crasse physique et morale des orphelinats, le disaient. Laisse les pâles rejetons de la bourgeoisie comme les Bruno et compagnie perdre leur temps et s'accommoder des idées fausses, des mots mensongers de l'histoire et des événements historiques déformés à son gré par le pouvoir. Seules les dates sont justes, et peut-être même pas. Laisse au Bruno ce bouillon de culture. Voilà le dernier rejeton de la noble maison des notaires, les Bruno, qui déboulaient pour aller à l'école. Il était si gros qu'on l'appelait Bombolo, Bouboule, suivi de son frère Nino, plus âgé mais nain, et si décharné qu'on aurait dit un petit vieux qui souffrait déjà de convulsions. Je pense bien, ils ne pouvaient jamais sortir. Je dis même pas le soir, mais l'après-midi, toujours collés aux jupons de leur mère et de leur sœur, dans un brouillard permanent de friture. Elles ne cuisinaient qu'arancini, focacciette, panzerotti, ces femmes. Ou elles faisaient des fritures, ou elles priaient. Oh, regardez-le là, tout bancal et tremblant au petit matin. Les convulsions. Et bien sûr, sans l'exercice de la rue, des rencontres, du cinéma et du bar, à moi aussi me seraient venues les convulsions. Oh, Goliarda, c'était toi ? J'ai eu peur. On avait l'impression qu'un escadron de cavalerie descendait l'escalier. C'est vrai, Nino, que ça convient pas à une jeune fille, cette façon de galoper sans arrêt avec toutes les jambes en l'air. Et l'autre, me regardant avec la même petite bouche pincée que sa mère. Parce que t'as l'impression que c'est une fille, ça. Je m'étonne que tu y prêtes encore attention. T'as l'impression que c'est une fille, c'est un garçon manqué. Et moi, expéditive, pour couper court à ce refrain qui leur semble intensément offensant, mais qui me fait rire, simplement rire. Des filles ? C'est vous deux qui l'êtes. Où allez-vous montrer vos grâces virginales ? À l'école, comme il se doit. Il l'avait énoncé, cette idée de devoir, qui me permet de glisser une autre méchanceté d'usage. Devoir fasciste, fallait-il dire, Bombolo. Le devoir est le devoir et n'a pas de parti. J'étais sur le point de les semer, lassés, quand Bombolo me saisit par la veste. Et oui, je portais une veste. Pas vraiment d'homme, mais un fac-similé. Licia et Olga me l'avaient tiré d'une veste de Carlo, mon frère, à ma demande express. Et Bombolo me fait l'air de rien. Tu as été au cinéma dernièrement ? Bien sûr, hier pour être précise. À mon hier, Nino lui aussi me regarde intéressé. Et qu'est-ce que tu as vu ? Il bandito de la casba. En français, Pépé le Moco. Mais tu l'avais déjà vu ? J'aime revoir les films, les étudier. C'est aussi beau que la reine Christine que tu nous as raconté ? Plus même. Et quand vas-tu nous le raconter, celui-là ? Je vous l'ai dit, quand vous aurez de lire, le prix du billet. C'est trop, fait Bombolo, tout tremblant dans sa graisse, gourmand de cinéma et mettant cependant une main dans sa poche. Ce n'est pas du tout trop. C'est ce que coûte la place au cinéma Miron. Et vous êtes 5. Ça vous coûte rien. Mais c'est un film que nos sœurs peuvent entendre, elles aussi. Il n'y a pas de cochonnerie. C'est très moral. Même ta mère et ta tante peuvent l'entendre. Mais de lire, c'est trop. Je coupe court avec un au revoir chantant typique des Sapienza. J'ai pas de temps à perdre. Quand Bombolo me réattrapant par la veste, toujours au même endroit, il va me la déchirer, me fait, en ouvrant son autre main, « Tiens, voilà les 2 lires. » La vue de l'argent arrête le coup que j'allais lui donner sur la main qui abîmait ma veste, et l'empochant, je m'éclipse en
calmant leurs protestations par « Quand vous voulez, je suis à votre disposition ». Je m'éclipse parce que, autrement, il faudrait que j'assiste à leur débat sur le jour à consacrer au cinéma. Ça ne peut pas être le soir parce que les filles sont fatiguées et puis leur papa ne veut pas de visite le soir. Ça ne peut pas être tel jour parce que le lendemain, il y a un devoir en classe. Et ça ne peut pas être tel autre jour parce qu'ils doivent... Oh là là, qu'ils voient eux-mêmes. Je vole dans les rues, heureuse. La rue ouvre à toutes les occasions et à toutes les aventures. Je cours et l'argent chante dans ma poche. Ce chant est doux, mais je dois le faire taire. Et le tenant solidement dans ma paume, je glisse le long du mur. Le bruit de l'argent est dangereux sur ces trottoirs pleins de monde et au milieu de ces bassis entr'ouverts aux aguets. Quelque enfant petit et brun, mince et nerveux, pouvait me sauter dessus et les yeux brillants m'alléger de mon butin. Voici Rosa avec son petit manteau bleu pourvu de grandes poches qui, de la via des typographies, monte vers moi. Attention à ses gestes, Goliarda. Ces grandes poches où elle plonge sans cesse innocemment les mains contiennent ou un pistolet à eau avec lequel, en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire, elle vous aveugle pour ensuite vous dépouiller de tout, ou une poignée de sable qui est peut-être plus désagréable encore dans les yeux et dans la bouche. C'est pas pour rien qu'on l'appelle Rosa la Pistolina. Elle doit avoir à peine quelques années de plus que moi, mais elle a une force de géant. Je serre encore plus les 2 livres dans ma poche et je la dépasse avec un léger frisson de peur rétrospective. Il n'y a pas 2 mois, en quelques secondes, et sans même employer ses armes assassines, elle m'a dépouillé de mon cartable avec mon goûter et tout le reste, de mon manteau et de mon écharpe. Le manteau, c'était pas grave, mais l'écharpe, ça m'ennuyait un peu. Elle était d'un bleu si doux qu'on aurait cru un petit morceau de mer de l'Onina en plein été. Dans la Via Bouddha, je suis presque aussi populaire que Jean dans sa Casbah. Les femmes et les hommes qui font commerce d'eux-mêmes, on ne dit pas putain, c'est méprisant, c'est un métier comme un autre, vieux comme le monde. Assis devant leur bassis ou sur les petits balcons aux balustrades bombées en forme de corbeille, se tournent vers moi et se passent le mot. Il y a la demoiselle de l'avocat. Et qui de m'inviter à entrer, qui de me donner des messages pour mon père, qui encore de me dire des choses du genre heureux qu'il aura le moment venu, ou encore quand le moment sera venu, viens me voir que je t'apprendrai comment rendre un homme gâteux. Cette phrase me surprend toujours parce que c'est un garçon habillé en femme qui l'a dit. Et il ne se passe pas une fois sans qu'une femme ou une autre ne réplique « Non, c'est moi qu'elle doit venir voir. Je suis femme comme elle et je peux mieux l'instruire. » Entendez-le, lui, elle, répondre « Non, commère, en cela vous vous trompez. Ce n'est que moi qui suis un homme qui sait comment y faire avec un homme. Mais allez, que tu l'as oublié, le métier d'homme. » Cette voix profonde est celle de la mama, qui de ces grandes mains pâles qu'elle a, à force de lavage et d'alcool, elles prennent la couleur de celle des chirurgiens, dit Ivanoé, me caresse parfois, protectrice, et m'offre des dragées. Elle a toujours un tas de dragées, ce démon, peut-être à cause des enfants qu'elle fait naître et des mariages qu'elle arrange. Et oui, elle arrange aussi des mariages. Mais moi, maintenant, j'ai décidé, seule raison pour laquelle je n'ai plus peur d'elle, j'ai décidé, je ferai en sorte de ne jamais devenir grande. Comme ça, je n'aurai pas besoin de leurs conseils et je ne me marierai jamais. Je me trouve sur la place du Dôme, immense sous le soleil de midi, qui lance droit ses flèches cuivrées sur le dos de lave de la fontaine à l'éléphanteau. J'aime cet éléphanteau toujours somnolent et indifférent, aussi bien à la circulation infernale du jour qu'au calme effrayant de la nuit. Mais à cette heure où tous les rideaux de fer des magasins s'abaissent furieusement l'un après l'autre, provoquant comme à l'opéra un grand final de cymbales et d'instruments à percussion, il agite un instant sa trompe pour retomber ensuite dans son sommeil perpétuel des grosses chaleurs.
J'ai perdu inutilement la matinée en bavardage, et il ne me reste plus qu'à tourner le dos à mon éléphant et à courir chez moi. La faim se fait déjà sentir. Ce doit être tout ce fracas impatient de rideaux de fer baissés qui communique la faim à tout le monde. N'était-ce là, je ne suis pas fille, quand elle s'est mis un objectif en tête, à céder à la faim ou au sommeil avant de l'avoir atteint, cet objectif, par le divin Ulysse. Je suis comme ça, décidée et sans mollesse, mais je n'en espère pas moins, pour le coup, trouver quelque chose à me mettre sous la dent. Je ne voudrais pas, après cette matinée presque infructueuse, devoir en plus entamer mes 2 lires pour m'acheter quelques crespelle ou un arancino à la friterie Stella en bas de la maison, ouverte nuit et jour à la barbe des flics dans ce quartier de rêve qu'est mon quartier, où tout le monde et à toutes les heures peut faire ce qu'il veut au mépris de l'ordre établi et des fascistes. Il n'y a personne à la maison où, au mieux, ils sont déjà tous enfermés dans leur chambre. Soit je me suis perdue en divagation moralisante au point de rater l'heure du repas, on n'attend pas les retardataires chez moi. Soit ils ont décidé de ne pas cuisiner aujourd'hui. Il peut y avoir quelquefois chez les Sapienza un jour de jeûne purificateur de l'organisme. À la cuisine, un vide insensé s'ouvre dans mon estomac. Elle est si grande et déserte que pour un peu, je n'apercevrai pas Ivanhoé, assis à un coin de la grande table ovale, le front incliné sur la paume, plongé dans un gros livre. Un écho d'allégresse me parcourt les articulations. Où il y a Ivanhoé, qu'il lise ou non, il y a de la nourriture. De fait, tournant la page de ses beaux doigts forts et lisses, toujours propres, sans lever le regard, il fait « Qu'y a-t-il, petit écureuil, que tu sois là à souffrir en silence? Tu as faim? Très. Tu reviens de l'école? Non. Bon. J'avais à faire quelque chose de très urgent. Et tu y es arrivé? Non. C'est pas bien. Si on ne va pas à l'école, on doit au moins arriver à faire ce qu'on s'était fixé. Regarde Arminio, il s'ennuyait au lycée et s'est décidé pour la musique, et ce fut la musique. Et en seulement 2 ans, il est premier au conservatoire de Palerme. Ivanhoé a tellement raison que les tentacules de la faim se réveillent dans mon estomac avec leur mort. La faim éveille les remords, je le sais maintenant. Je crie presque. « Mais enfin, on mange jamais dans cette maison !» Pauvre chou, tu n'as pas tort non plus. Viens, je vais te frire de la polenta. Il en reste plein d'hier soir. Voilà, comme dit oncle Nunzio quand tout va de travers, et il en sait quelque chose de ce qui va de travers. La vie, si l'on croit à la vie, vient à votre rencontre. La polenta frite par Ivanhoé est la chose la plus fantastique et savoureuse qu'on puisse désirer. Et toute tranquille, puisque je suis son petit écureuil, je m'assieds sur un haut tabouret près du fourneau à bois et me prépare à savourer les gestes savants qu'il a en coupant ces belles petites tranches couleur d'or, en les plongeant dans l'huile et en les faisant frire jusqu'au point où il les transforme vraiment en autant de petits morceaux de soleil goûteux et parfumés. Parfois, il donne à l'un de ces petits morceaux la forme ronde parfaite d'un soleil au crépuscule. Quand ça arrive, c'est le bonheur. L'un après l'autre, les petits morceaux disparaissent dans ma bouche, et si lui aussi en mange quelques-uns, notre silence complice se fait si intense que me viennent aux yeux des larmes de joie. Qu'y a-t-il, petite fourmi? Pourquoi pleures-tu? Tu as su? Mais c'est pas grave, ne t'inquiète pas. Qu'est-ce qui n'est pas grave, Ivanhoé? Qu'est-ce qu'il y a? La merde habituelle. Les fascistes sont venus, ils ont mis la maison sans dessus-dessous et ont emmené Carlo et Arminio. Bon Dieu, je lui avais dit que ce gandin ne me plaisait pas. Il semble qu'il soit allé nous dénoncer avec cette traduction de Bakounine qu'Arminio lui avait prêtée. J'étais chez le coiffeur, Mouzeta a filé avec une excuse et elle est venue me chercher. Par chance, pour eux, les femmes ne comptent pas. Elles ne sont pas dignes d'être arrêtées. J'ai couru chercher papa. Papa a couru à la préfecture de police, etc. Ça fait 2 heures qu'il est là-bas et tu verras qu'ils vont bientôt revenir. Mieux, tu sais ce que nous allons faire? Au lieu de pleurer comme un agneau, il faut que tu m'aides.
allons acheter un tas de bons morceaux de viande et faisons un beau pot-au-feu pour tout le monde. Arminio adore le pot-au-feu et quand ils reviendront, nous ferons la fête. Ça te va ? L'action calme l'angoisse et la peur, on le sait. En courant derrière Ivanhoé à travers la Civita pour acheter la viande, légumes, pain de semoule odorant et si moelleux qu'on doit le tenir avec délicatesse comme les babas, et du vin, plein de vin, l'attente se fait moins longue. Et je n'en crois presque pas mes yeux quand je vois l'avocat encore frémissant de rage contenue. On voit qu'il s'efforce de sourire comme quand il a gagné un procès particulièrement difficile. Se présenter à la cuisine avec ses 2 fils à ses côtés. Alors, il y a quelque chose à manger ? Tant mieux, nous sommes affamés, pas vrai, Carlo ? Bien sûr, Carlo a un œil réduit en côtelette, comme on dit chez nous. Et je cours prendre un beefsteak pour le lui mettre sur l'endroit blessé. Comment Ivanhoé savait-il qu'il fallait acheter des beefsteaks en plus du pot-au-feu ? Et Arminio boitille étrangement. Mais ils sont revenus, et je suis transportée d'une curieuse joie mêlée à une douleur si torturante à toutes les articulations qu'à peine Carlo, un œil obstrué par le beefsteak, porte avec gourmandise la tasse de bouillon à sa bouche. S'il mange, il est vivant. Je m'endors d'un seul coup, là, sur la table parmi les bruits de voix, de vin versé dans les verres, de couteaux et de fourchettes qui tapent sur les assiettes. Le petit déjeuner fini, je suis sur le point de bondir de ma place et de me lancer dans mon aventure personnelle que vous connaissez, quand Carlo me fait « Ne me dis pas que tu vas à l'école avec Arminio dans cet état. » Il m'a dit qu'il s'ennuyait dans son lit. Tu sais, il est un peu endolori, ils m'ont flanqué des coups dans les reins. Te voir l'égayerait un peu. Va près de lui avant le repas. Allez, c'est celui qui est le plus proche de toi et il te fait la lecture quand tu as de la fièvre. Décidément, non seulement je suis pleine de contradictions, mais je n'ai pas un brin de volonté si la seule idée de passer une matinée à lire ou chantonner avec Arminio me semble quelque chose de paradisiaque. Ce frère à moi a une curieuse particularité. C'est le plus déchaîné de nous tous pour raconter, amuser, rire, s'enthousiasmer quand il est avec les autres. Et quand il est seul, il se dégonfle comme un ballon. Il se recroqueville sur lui-même et prend un air si mélancolique qu'il fait de la peine. Le pire, c'est que lorsqu'il est avec les autres, il semble très beau malgré sa maigreur et les traits brouillons qu'il a. Mais quand il est seul, il va jusqu'à devenir plutôt moche. Ses yeux s'élargissent douloureusement et ses lèvres se serrent en une ligne trop fine et amère. Et il a cependant la chambre la plus belle de la maison. Maria a voulu que ce soit lui qui y habite. Pleine de fenêtres, de beaux bois précieux et d'instruments étincelants, même quand il n'y a pas de soleil. Il semble tout petit aujourd'hui dans son lit. Et pourtant, il n'est pas moins grand que Carlo. Ce ne serait pas qu'à force de le battre, il l'aurait mutilé. Non, on est mutilé quand on manque complètement un bras, une jambe, les 2 mains. En le touchant, je sens qu'il y a tout sous le drap. Que cherches-tu, mon trésor ? Arminio était le seul à la maison qui utilisait les mots « mon trésor »,« ma douce »,« ineffable », etc. Mièvrerie, disait le professeur Zaya, mais qui chez lui ne détonnait pas et en faisait le préféré des femmes. C'est l'avocat lui-même qui avait dit un jour à table « Mais je vous en prie, laissez ces adjectifs à Arminio, il supplée à la beauté qu'il n'a pas. Sans eux, comment ferait-il pour charmer les femmes ?» Mais maman prenait fait et cause pour lui d'un seul mot magnifique et mystérieux. C'est un artiste. Ne t'inquiète pas, mon trésor, pour cette fois je suis entier. Je suis très somnolent. Ce doit être cette piqûre. Si tu as de la patience, nous parlerons après. Non, ne t'en va pas. La chaleur de ton corps me fait du bien. Il semble que dans un village lointain, au plus profond de l'intérieur de l'île, au milieu de montagnes si hautes que les habitants des vallées ne voyaient jamais le soleil, il y ait eu un château, plus ancien que tous les châteaux du monde, habité par un vieux monsieur sans âge, au frais visage d'enfant et aux membres tordus de vieillesse séculaire.
Cet homme, pour se garder en vie, avait besoin de la chair fraîche d'une jeune innocente, très belle et sans tache. Il ne faisait rien à cet enfant quand ses serviteurs, il en avait 1000 lâchés dans l'île entière, la lui amenaient. Il ne faisait que dormir, enlacé à elle. Mais dans le sommeil, il rajeunissait et elle, tout doucement, au fur et à mesure que le jour se levait, vieillissait rapidement jusqu'à expirer à midi, décrépite, aveugle et sans plus un souffle dans son âme glacée. Je sentais mon sang s'écouler de mes veines pour entrer dans celle d'Arminio, mais si doucement que je m'endormis et mourus moi aussi. Sûr que Goliarda est réellement un petit être imaginatif et imprévisible. C'est bien vrai, Seigneur. Et comment ? Vous savez ce qu'elle m'a dit à peine éveillée il y a 1 heure ? Je suis morte, Arminio, mais je t'ai sauvée. Tout le monde rit autour de nous, mais je ne suis pas encore tellement convaincue d'être vivante, même si j'écoute leurs rires et leurs échanges d'opinions extrêmement sérieuses sur mon imagination, sur le risque et les avantages qu'elle peut comporter pour ma santé physique et ma réussite dans le monde. À 2h moins 5, j'étais devant la billetterie avec mes lyres dans les mains, qui se liquéfiaient de sueur, et le souffle court, embuant la vitre qui me sépare du guichetier. Cet homme fait semblant d'être lassé de tout et de ne pas désirer abandonner sa place pour courir s'éblouir de rêves devant l'écran dansant, tandis que derrière moi, déjà sans souffles affamés de films cognent à ma nuque. Il est clair qu'il est obligé, pour se nourrir, de rester là, impassible, à détacher des billets et compter l'argent. Mais si seulement cette vitre se levait et s'il sentait l'excitation de mon souffle et des autres, il ne pourrait résister et se joindrait à nous. À l'intérieur, je suis la seule au premier rang du balcon. C'est l'unique recommandation de mon père. Uniquement au balcon, s'il te plaît. Ce n'est pas du mépris pour le peuple, c'est que le peuple est encore ce qu'il est. Tu verras avec le temps. Avec le temps, ces véritables animaux qui crachent par terre et en l'air, ils jouent à qui lancera le jet le plus haut, se donnent des bourrades, parfois même enlèvent leurs chemises, si on peut appeler ça des chemises, les agitent, hurlent, s'interpellent avec des mots dont le seul souvenir fait flageoler les jambes, s'allongent par terre ou ronflent obscènement. Est-il possible qu'ils changent ? Ça ne me semble pas possible. Mais chacun a son rêve et je respecte le rêve de mon père, comme il respecte le mien. S'il n'en était pas ainsi, vous croyez qu'un avocat célèbre permettrait que sa fille aille seule au cinéma à 2h de l'après-midi, même si c'est au balcon, et l'y laisserait jusque tard le soir? Même si là-haut, il y a l'un de ces doux voyous ratés que mon père a placé comme ouvreur et qui, avec sa petite lampe de poche, de temps à autre, fait dans l'obscurité un cercle de lumière autour de moi pour vérifier que personne ne me touche. À la fin de la dernière séance, en tapant des mains comme un enragé, il éveille les derniers amoureux du rêve hypnotique et qu'ils le veuillent ou non, les flanque hors de la salle qui désormais empeste la fumée et une étrange senteur de friture, de sucrerie, de sueur. Mais pourquoi est-ce que je me précipite ainsi vers la fin du jour le plus beau de ma vie ? Le jour consacré à l'aventure humaine de Jean, pour qui j'ai perdu l'honneur en ne payant pas ma dette. Frémissant d'attente, je ne parviens même pas à laisser mon dos s'appuyer contre le velours élimé du fauteuil. Les lumières ne veulent pas s'éteindre aujourd'hui, me dis-je, comme aux premières. Elles le font exprès pour rendre l'attente plus spasmodique. Le cinéma, avec le temps, deviendra un moyen formidable pour diffuser culture et progrès, Goliarda. Ça, vous l'avez maintenant compris, ce sont des phrases de ma mère. Culture et progrès, non pas pour les habituels et rares privilégiés, mais pour des masses entières du peuple.
En Amérique, il semble qu'il y ait déjà des salles de 10 000 personnes, incroyables, pour la musique, le sport, le cinéma précisément. Ces merveilles, les Américains les devaient à Roosevelt, le plus grand des démocrates vivants. 10 000 personnes qui se délectent et se nourrissent de culture pour sortir de l'état semi-bestial de ceux qui sont ici, dessous, et devenir des citoyens modèles avec vestes repassées, chemises propres et cravates de soie. Cela me semble impossible. Et je regarde Ganou dans les premiers rangs du parterre, qui me fait des grimaces et qui, donnant l'alerte d'un « ça commence, oh les gars, ça commence !» hurlait avant de s'asseoir avec une rapidité de jongleur, déboutonne son pantalon et montre à tout le monde, mais surtout à moi, un gros cul blanc et mou qui ressemble à une miche de pain avant qu'elle soit mise au four. Une étrange miche parsemée de petits pois verts. Cette vision désormais familière me plonge toujours dans la perplexité. Comment diable ça se fait, ces boutons verts? À ce que je sais, ils sont rouges chez les garçons normaux. Bof, ils sont tous étranges, les garçons de la Civita. Le cul me fait rire. Ce n'est pas comme ces gros trucs qu'ils ont devant, on dirait des rats, flasques et violacés, qu'ils vous montrent sans cesse à l'école, dans les parcs ou dans la profonde obscurité des nombreux recoins de notre quartier, tout fait de détours et de méandres noirs de lave. Ils ont l'air de faire un geste nécessaire et habituel, celui de faire pipi, mais on voit qu'ils le font exprès. Autrement, pourquoi vous fixerait-il de ce regard ironique et dur qui semble un coup d'estoc ou de poignard ? Mais laissons ces manies communes à tous les habitants d'une ville et essayons de comprendre pourquoi ils ne commencent pas ce soir, comme le murmure un garçonnet de bonne famille à son petit ami assis derrière lui. Celui-là ne montre pas son cul, mais on le sait, c'est une petite fille, plus petite fille que moi, puisque comme il me l'a avoué, il est amoureux de Jean, au point qu'il lui a écrit plusieurs fois en signant d'un prénom féminin. Et moi, au contraire, c'est lui qui l'a dit, je viens là pour ressembler à Jean, pour apprendre de lui à vivre, à avoir mon rêve d'une vie différente. Cela, je me le dis en moi-même. Lui, quand il a cru découvrir mon secret, il a insinué « C'est inutile que tu marches comme il fait, lui. Je t'ai vu à la sortie du cinéma. Moi, je l'épouserai, lui, pas toi. » Alors, Dante, dis-je, mais pourquoi l'a-t-on appelé Dante ? Pour se moquer de lui, assurément. Eh oui, les enfants ne sont que des petits animaux dont on se moque et qu'on commande. Ce n'est qu'ainsi qu'ils s'habituent à affronter les traverses de la vie et à gagner. Sauf chez moi, naturellement. Chez moi, comme sur le continent, les petits sont eux aussi des individus conscients que les grands aident à grandir et à choisir leur propre identité. Tu veux être une femme ? Tu le seras. Tu veux être journaliste, moine bouddhiste ou religieuse catholique ? Tu le seras. Il suffit que tu travailles et cherches en toi ce qu'est vraiment ta vocation. Je ne l'ai encore dit à personne, mais mon rêve est de devenir vraiment comme Jean. Mais ça, vous l'avez déjà compris. Alors, Dante, dis-je, Jean Gabin t'a répondu ? Pas encore. Dommage. Eh oui, dommage. Mais tais-toi, Goliarda, ça commence enfin. J'en pouvais plus. Dans le tapage des cris de joie et des bruits de sièges précipitamment baissés, des bravo, bravo, assis, crétin, Camoroussi, vive le Duce. Voici les grandes lettres blanches aveuglantes du générique. Quelqu'un, la voix perchée d'excitation, annonce les syllabes une à une, exaspérant l'attente. Il porto delle nebbie. Tais-toi, couillon! Tais-toi que tu sais pas lire. La dernière voix se tait sous le coup sourd de la longue perche maniée par l'ouvreur.
Comme dans l'antre des marionnettes, me dis-je, il y a toujours un ouvreur qui, pour tempérer l'excitation d'un garçon ou d'un autre, lui flanque un coup sur la tête. C'est pour ça que cette perche mesure plus de 2 mètres. Voilà, le coup est arrivé à destination, puisqu'un bref petit cri de douleur résigné arrête là le grand raffut, laissant place à la mélodie à peine griffée par les violons qui annoncent les aventures de Jean, et qui toujours, ensuite, en soulignera les moments les plus décisifs. Moi aussi, je prononce à voix basse « Porto delle nebbie », ce quai des brumes, qui, sur mes lèvres, devient invocation, extase, prière. Au thème du générique, toujours solennel, ample comme à l'opéra, succède une embardée rapide, comme celle d'une voiture de sport. J'ai ressenti si souvent cette émotion avec Carlo. Ce sont les instruments à percussion qui vous jettent tout de suite dans le vif du drame avec le vacarme des roues déchaînées à une vitesse folle sur des routes d'asphalte mitraillées par une pluie noire, des phares aveuglants, des hurlements de chiens, des coups de sifflet aigus de policiers, noirs comme la poix, aux yeux de dogues entraînés à saisir entre leurs dents quelqu'un que les puissants ont contraint à errer abandonné, affamé sur le bord de la route. Mais ce quelqu'un a la démarche calme, équilibrée et pleine de force orgueilleuse malgré la faim, le manque de sommeil et d'amour. Je sais ce qui perdra mon Jean. Je sais tout désormais. Et cependant, j'attends avec angoisse l'énième amour qui signera sa fin, ne serait-ce qu'à cause de ce besoin profondément humain qui nous ressemble tous, qui nous rassemble tous, pauvres, riches, fascistes et antifascistes, et peut-être même les rois. Elle, la grande reine Christine, n'a-t-elle pas peut-être été frappée par le besoin d'amour, comme ce demi-clochard de Gabin ? Et oui, l'amour doit être quelque chose de si essentiel à notre nature qu'on ne peut s'en passer. Quelque chose comme le pain, l'eau, le sel. Sans sel, l'organisme meurt. Et au fond, ce n'est pas un grand mal, mais sans amour, on devient apathique, fragile, larve humaine, tel cet avocat, ami-ennemi de mon père, dont je ne dirai pas le nom, qui se promène comme une statue de pierre, plein de décorations et de lauriers, mais si funèbre qu'à chaque fois qu'il entre dans le salon, un froid de cercueil pétrifie tout le monde et toute joie disparaît. Non, je ne serai jamais comme lui, même s'il est archi riche. J'étais convaincue à l'époque que ce monsieur aux doigts bagués, il se les couvrait de bagues pour cacher les taches du sang d'autrui, était le seul de son genre sur Terre. Mais j'ai rapidement compris que ce n'était pas une exception. L'exception, c'était Jean. Et comment ne l'avais-je pas soupçonné auparavant ? Seule l'exception enthousiasme, à l'instar de la fameuse conque marine qui enchante et fait rêver l'esprit de l'enfant. Voici l'idée de l'amour qui va perdre Jean dans le bar sombre et embrumé, embué de souffles d'alcool, de fumée et de passion. La voici, cette idée qui avance, indécise, enfermée, comme enroulée dans un imperméable brillant de pluie et de vent. Un projecteur, caché quelque part, indique juste au spectateur son regard triste et son front immaculé. Quelqu'un crie, indigné, sur mon Ganu. C'est le seul parmi ces abrutis qui, tant bien que mal, sait articuler quelques mots. Les autres ne font que grogner dans un langage aussi vieux que la carcasse de notre île. Mais c'est une sardine séchée, un truc tout maigrasse, une indécence de femme. Quel crétin, ce Jean! Moi, je la regarderais même pas, je vous le dis, non? Rien à voir avec les nichons de Maria Rosaria. Crétin, je réponds en moi-même. Tu comprends pas que cette petite silhouette recroquevillée par le froid est une idée? Il n'y a rien à faire. Inutile de répliquer, de discuter. Personne n'est à la hauteur de ce film. J'ai éprouvé d'autres fois
ce vide terrible de ne pouvoir communiquer un enthousiasme. C'est étrange. L'impossibilité de communiquer une joie est plus douloureuse que celle de ne pouvoir communiquer une souffrance. Ce doit être parce qu'on a tant à faire pour surmonter la souffrance que dans l'effort de s'en débarrasser, on oublie les autres. Mais une joie est quelque chose qui réclame tout de suite, de toute urgence, d'être reconnu par les autres, partagé. C'est pour cela peut-être que tous les poètes s'attachent si rigoureusement, les pauvres, à toujours parler des malheurs. Ça se peut. La conscience de ne pas être compris est un piège mortel pour soi et pour les autres. Moi aussi, peut-être, je suis tombée dans ce piège. Arrête, Goliarda, n'écoute pas ton avenir qui s'ouvre comme une fosse de mensonges boueux, les tiens et ceux des autres. Ne dérange pas la beauté de cette épopée enthousiasmante, classique, en noir et blanc. Classique, la musique en noir et blanc se déploie au milieu de la pluie battante, piquetée de blancs sourires, de regards clairs à peine esquissés, de gestes légers, de colombes au moment le plus intense du drame, quand le destin, pour atroce qu'il soit, se referme en quelques gestes sobres. Quand je sors, il fait déjà sombre depuis longtemps, et dehors, puissance de l'imagination ou force du mythe, il tombe une pluie si serrée et si noire qu'on peut être certain de rencontrer à chaque recoin de rue deux petites silhouettes blanches désespérées, enlacées l'une à l'autre pour se donner du courage et échapper au destin qui, cette fois, a le visage du vieillard noir, libidineux et puissant, ennemi de toutes les choses belles et pures. Je marche lentement sous la pluie, comme lui, Jean. Je ne crains pas le ricanement du vieux diable et je veux lui montrer en ne tremblant ni à la vision de ces longs corps de dragons noirs sculptés dans la lave sous les balcons, ni au brusque tressaillement des orbites vides du mascaron qui épie toujours. Mais je suis sur le point de tomber vraiment foudroyée quand une main gluante de pluie m'attrape par le bras. Je ferme les yeux pour ne pas affronter l'horreur de ce visage ironique et obscène qui, sûrement d'une bouche lascive, presque ensevelie par une barbe d'enfer, marmonne, mensonge et menace. « Oh, Goliarda, mais tu es folle de marcher comme ça tout doucement sous ce déluge. Tu es toute trempée. Je t'ai cherché à l'intérieur, mais par où es-tu sortie? D'où ?» « De l'enfer, Caralo. De l'enfer, je t'assure. » Ah, je veux bien le croire. Mais pourquoi ne vas-tu pas au San Giorgi? Au moins, cette salle est plus proche du purgatoire. Mais il ne donne jamais les films de Jean. Ah, il y avait Jean. Voilà pourquoi tu n'es pas revenu pour dîner. Je t'attendais pour savoir. C'était un film très difficile, Carlo. Il a fallu du temps pour le comprendre. Je vois. Allez, courons maintenant. Écoute, mon chou, si demain tu as la fièvre, je ne jette même pas un regard sur toi. C'était si difficile. Tu reviendrais pas le voir avec moi, comme ça après nous en parlerons? Si tu cours au lieu de rester là planté comme une cinglée, c'est possible que nous y allions demain ensemble. Mais pourquoi dis-tu que c'est difficile? C'est difficile. Oh, je l'ai encore plus aimé que Pépé le Moco, mais personne ne le comprend. Je ne crois pas que je pourrais gagner beaucoup avec ce film. Et qu'est-ce que ça te fait? Garde-le pour toi. Tu verras que le gain sera supérieur. Je descends dans la rue, bras dessus, bras dessous, avec Jean. Je ne te vendrai plus, Jean. Je n'édulcorerai plus ton image et tes tragédies pour leur faire plaisir. À partir d'aujourd'hui, où je suis descendue avec toi dans les brumes de ton destin, où je te raconterai comme tu étais, beau et atroce, honnête et malhonnête, cruel et doux comme une mouette, et comme la vie même, qui est une grande mouette, vorace et élégante,
où je n'ouvrirai plus la bouche, dussé-je mourir de faim dans le recoin le plus sombre des arcades du port, là, au fond, vers le marché aux poissons, où se traînent tous les pauvres et où ils arrivent pendant des années et des années à survivre de fruits gâtés et de poissons pourris jusqu'à ce que cette façon de faire un peu indigeste les démolisse avec grosses chiasses et vomissements. Ainsi va le monde.